internet réussitescoursdefrançais.com. Je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler ensemble des 10 figures de style à connaître absolument. Les 10 figures de style que tu ne peux pas négliger, que tu es obligé de connaître pour réussir en cours de français. Alors, ma vidéo va se composer de 3 étapes. Dans un premier temps, nous allons tenter de définir ensemble ce qu'est une figure de style. Dans un second temps, nous verrons ensemble les 10 figures de style incontournables à connaître absolument. Et dans un dernier temps, je t'expliquerai pourquoi au quotidien, tu es confronté à des dizaines et des dizaines de figures de style différentes au cours de ta journée. Alors reste bien jusqu'à la fin pour le découvrir. Tu es prêt? C'est parti! Alors, qu'est-ce qu'une figure de style? Une figure de style, c'est une utilisation particulière du langage qui va accentuer son efficacité. La figure de style va s'appuyer sur un agencement des phrases particulier, le choix d'un terme plutôt qu'un autre, une combinaison particulière de mots, etc. Finalement, les figures de style sont un ensemble d'outils qui permettent de réinventer le langage. Je te donne un exemple que tu connais peut-être. Queneau, il a écrit une œuvre qui s'appelle « Les exercices de style ». Dans cette œuvre, Queneau, il part de la simple description d'une situation et en fait, il va la décliner de 100 manières différentes et ça va nous permettre de nous rendre compte à la lecture de ces 100 manières différentes de raconter la même situation, à quel point les possibilités de la langue sont infinies et à quel point surtout la forme choisie peut avoir un impact sur l'interprétation que l'on fait de cette situation. On en arrive donc à la réflexion suivante. Chaque figure de style est un indice placé dans le texte pour susciter la réaction du lecteur. Ça signifie que relever, repérer une figure de style dans un texte n'est pas une fin en soi. La figure de style, c'est très bien de la repérer, mais elle sert surtout à produire un effet sur le lecteur et donc à orienter le lecteur vers l'interprétation qu'il va proposer du texte. Ne jamais oublier cette idée. Tout procédé relevé dans le texte sert en fait à l'interpréter, sert à produire un effet sur le lecteur. Ça ne sert donc à rien dans un commentaire de faire un catalogue des figures de style repérées dans le texte. Tu ne gagneras pas plus de points, même au contraire, tu en perdras parce que tu ne seras pas en train de le commenter, de l'interpréter. Nous en arrivons aux 10 figures de style incontournables à connaître absolument. La première figure de style à connaître absolument, c'est la comparaison. La comparaison, c'est le rapprochement de 2 éléments grâce à un mot-outil tel que comme, ainsi que, pareil à, tel. Voilà, il faut nécessairement qu'il y ait ce mot-outil pour permettre la comparaison entre un comparant et un comparé. Je te donne un exemple issu d'un poème de Charles Baudelaire qui est extrait de son recueil Les Fleurs du Mal, plus précisément de la section Splénéidéale, qui s'appelle Correspondance. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfant, doux comme le hautbois, verts comme des prairies. Ces 2 vers de Charles Baudelaire mettent en place un système de correspondance qui se fonde sur la comparaison entre les parfums et les chairs d'enfant, les parfums et le hautbois, les parfums et les prairies. Finalement, grâce à l'utilisation des correspondances, Baudelaire décrit des parfums qui deviennent plus tangibles avec le toucher, grâce au toucher qu'on voit dans le groupe nominal les chairs d'enfant, grâce également à l'ouïe que l'on voit à travers l'instrument de musique du hautbois, mais également grâce à la vue que l'on voit à travers l'évocation des prairies. Ici, la comparaison vraiment donne une épaisseur au parfum et permettent justement de rendre ce parfum beaucoup plus concret grâce à l'utilisation des sens.
La deuxième figure de style à connaître absolument, c'est la métaphore. La métaphore, c'est aussi une comparaison, mais cette fois-ci, cette comparaison se fait sans mot-outil. Le lien est plus implicite et donc plus ou moins intelligible. Il existe 3 types de métaphores. La première sorte de métaphore que tu peux rencontrer dans un texte, c'est la métaphore où le comparé est présent. Je te donne un exemple de Van Gogh qui, dans ses lettres à son frère Théo en 1880, écrit « Mon brave, n'oublions pas que les petites émotions sont les grands capitaines de nos vies. » Ici, pour décrire le pouvoir des petites émotions, Van Gogh utilise une image militaire, celle des grands capitaines. Dans cette métaphore, on a donc le comparé et le comparant. Deuxième sorte de métaphore qui existe, c'est celle où il n'y a que le comparant. Le slogan de mai 68 était le suivant, « Sous les pavés, la plage ». Alors c'est intéressant parce que ce slogan, il fait 5 mots. Et dans ces 5 mots, on peut vraiment trouver de nombreuses métaphores. Alors, je t'explique où sont les métaphores. Sous le mot « pavé » se cachent les violences, les émeutes, la révolution. Sous le mot « plage » se cachent la fête, la communion, l'eau, le soleil, la nudité, l'innocence. Et derrière le mot « sous » se cache la notion d'après, c'est-à-dire faisons la révolution pour arriver à un nouvel après. En un slogan extrêmement bref, beaucoup de métaphores sont dissimulées. Troisième type de métaphore qui existe, c'est la métaphore filée. Alors celle-ci, on la retrouve en fait dans un espace plus élargi. On peut la retrouver dans un texte entier, parfois dans quelques phrases qui se suivent. En fait, c'est une métaphore qui est prolongée par l'utilisation répétée d'une même terminologie. Je te donne un exemple issu du poème Zone du recueil Alcool, écrit en 1913 par Guillaume Apollinaire. Bergère, au Tour Eiffel, le troupeau des ponts belle ce matin. Cette métaphore, elle est très intéressante à étudier dans la mesure où, grâce à la métaphore, Apollinaire crée un décor champêtre, mais pour décrire finalement un paysage urbain. Nous en arrivons à la troisième figure de style que tu dois impérativement connaître. Il s'agit de la personnification. La personnification, c'est la représentation d'une chose ou d'un animal par des traits humains. Je te donne un exemple issu du recueil Une saison en enfer d'Arthur Rimbaud. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère. Et je l'ai insultée. Ici, Rimbaud utilise la personnification pour parler de la beauté. Il représente ce concept sous une forme vivante, ce qui indique à la fois la familiarisation du poète avec la beauté, mais aussi sa volonté de détruire les valeurs morales et esthétiques en place. Nous en arrivons à la quatrième figure de style à connaître absolument, il s'agit de l'antithèse. L'antithèse, c'est lorsque l'on met en regard deux réalités différentes, représentées respectivement par un mot, un groupe de mots, une voire plusieurs phrases qui s'opposent. Un exemple extrait de La Henriade de Voltaire, paru en 1723, au chant 7e, « Triste amante des morts, elle est les vivants ». Vous voyez bien ici l'antithèse entre mort et vivant. Dans le même ordre d'idées, la cinquième figure de style que tu dois absolument connaître est l'oxymore. Alors cette fois-ci, l'oxymore, elle rapproche deux réalités opposées, mais dans un même groupe nominal. C'est la différence avec l'antithèse. Un exemple très célèbre d'oxymore, ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Tu as peut-être reconnu ce vers écrit par Gérard de Nerval dans El Desdichado. Et l'oxymore porte sur le groupe nominal le soleil noir qui accentue encore l'idée de mélancolie, de dépression du poète. Sixième figure de style, le chiasme. Le chiasme, c'est une figure de style qui va mettre en place une relation symétrique inversée. Les deux membres de la phrase sont reliés par une relation symétrique inversée par le schéma
A, B, B, A. D'accord? Le premier terme fait écho au quatrième terme, le deuxième terme fait écho au troisième. Je te donne un exemple extrait de l'article « Autorité politique de l'encyclopédie de Diderot, grand ouvrage du XVIIIe siècle ». Ce n'est pas l'État qui appartient au prince, c'est le prince qui appartient à l'État. Ici, tu vois bien que État et État sont les premiers et quatrièmes termes de notre chiasme, et prince sont les deuxième et troisième termes de notre chiasme. Le chiasme, évidemment, renforce l'idée énoncée dans la phrase. Septième figure de style importante à connaître, il s'agit de l'antiphrase. L'antiphrase, c'est l'expression ironique d'une idée par son contraire. Tu connais certainement les œuvres de Voltaire qui se servent énormément de l'antiphrase, qui s'appuient beaucoup sur l'antiphrase et sur l'ironie. Et justement, je vais te citer le chapitre 3 de Candide de Voltaire écrit en 1759 où il dit « Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons formaient une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer. » Évidemment, la description que fait Voltaire de la guerre est une pure antiphrase, puisque c'est tout l'inverse. La guerre n'est pas un spectacle admirable, mais au contraire un spectacle absolument détestable, presque à vomir. Nous en arrivons à la huitième figure de style importante à connaître, c'est l'anaphore. L'anaphore, c'est la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots en tête de phrase ou de vers. Je vais m'appuyer ici sur le très célèbre « J'accuse » écrit par Émile Zola, publié dans le journal L'Aurore le 13 janvier 1898. Zola réalise dans son « J'accuse » un plaidoyer en faveur du général Dreyfus, accusé à tort de haute trahison. Grâce à l'anaphore de « J'accuse » qui est à la tête de chaque paragraphe, on se rend compte qu'en fait ce plaidoyer devient un réquisitoire, un véritable réquisitoire contre ceux qui ont tout fait pour accuser le général Dreyfus et donc le condamner à mort. L'anaphore permet vraiment de marteler son message comme lors d'un procès avec beaucoup de force. Ça souligne la notion de complot à l'origine de cette erreur judiciaire. Nous en arrivons au neuvième procédé, à la neuvième figure de style à connaître absolument. Il s'agit de l'accumulation ou l'énumération, peu importe, tu peux choisir le terme qui te convient le mieux, qui consiste à juxtaposer des mots séparés par des virgules et l'idée, le but de l'auteur, c'est d'accélérer le rythme, de créer un suspense ou de souligner l'abondance. Je te donne un exemple, issu de l'Éducation sentimentale, le roman de Flaubert écrit en 1869 au XIXe siècle. Il voyagea, il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l'étourdissement des paysages et des ruines, l'amertume des sympathies interrompues. Il revint. Ici, l'accumulation, l'énumération insiste bien sur le rythme de ce voyage et finalement sur le sentiment d'échec induit par ce voyage. Il voyagea, il revint avec l'énumération au centre. Nous en arrivons à la dernière figure de style qui est le parallélisme de construction. Il s'agit de la répétition de la même construction de phrase ou de deux propositions. Je te donne un exemple issu d'une pièce de théâtre très célèbre du XVIIe siècle, le Cid de Corneille, paru en 1637. C'est un extrait de l'acte 1, scène 6. L'un me rend malheureux, l'autre indigne du jour. Ici, le parallélisme illustre le dilemme du personnage Rodrigue entre l'honneur et l'amour. En fait, Rodrigue est soumis au choix cornélien suivant. Il aime Chimène, mais il doit aussi venger l'honneur de son père, que le père de Chimène a provoqué en duel. Donc en fait, il doit choisir entre sauver son honneur, sauver l'honneur de son père,
et l'amour pour Chimène. C'est un choix cornélien qui est renforcé par le parallélisme de construction. Voilà, nous avons terminé les 10 figures de style que tu devais connaître impérativement. J'en arrive à la dernière partie de la vidéo que je t'avais promis au tout début. Tu es confronté chaque jour à des dizaines et des dizaines de figures de style. Tu en rencontres quotidiennement. On utilise en effet des figures de style tous les jours. Je te donne un exemple. Tu es débordé en ce moment, tu as beaucoup de révisions à faire et que vas-tu dire? J'ai 1000 choses à faire. Évidemment, cette phrase est une hyperbole. Alors, j'en ai pas parlé précédemment parce que c'est une figure de style que généralement tu retiens facilement, mais l'hyperbole est une exagération que l'on utilise vraiment très très fréquemment dans la vie de tous les jours. Tu peux la retrouver aussi dans les textes littéraires et elle est à analyser évidemment selon l'usage que l'auteur fait de l'hyperbole. Mais voilà, c'est une première figure de style que tu emploies tous les jours dans ton quotidien. Pour t'en apercevoir aussi de manière évidente, tu peux te tourner vers la publicité. Parce que oui, la publicité que tu vois à la télévision, sur les chaînes YouTube, la publicité que tu vois aussi sur les panneaux publicitaires, à la radio, eh bien se sert pour fabriquer ses slogans, des figures de style. C'est même son outil principal de force de persuasion. Ne l'oublie pas la prochaine fois que tu seras confronté à une publicité. Je vais te proposer quelques exemples pour te le prouver. On va prendre dans un premier temps le slogan de la marque Saint-Ol. Saint-Ol, ça fait du bien là où ça fait mal. Eh bien oui, on a une figure de style et cette figure de style, j'espère que tu l'as repérée. Il s'agit de l'antithèse. Ça fait du bien là où ça fait mal. Et puis même, on peut aller plus loin, on voit aussi un parallélisme de construction. C'est magique, n'est-ce pas? Alors oui, le consommateur est vraiment interpellé par cette antithèse qui lui donne l'impression d'un produit presque miracle. Ça fait du bien dès que ça fait mal. Le parallélisme de construction aide le consommateur à retenir le slogan. Lorsqu'il sera en pharmacie dans le rayon, il y a de fortes chances pour que le consommateur se tourne plus facilement vers la marque Saint-Ol que vers une autre marque parce que il aura dans sa tête, tiens, Saint-Ol, ça fait du bien là où ça fait mal. Voilà, pour cet exemple de la marque Saint-Ol. Je te donne un autre exemple. C'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus. Tu reconnais peut-être le slogan d'une autre marque. Je te laisse le temps de réfléchir. Il s'agit évidemment de la marque McCain qui vend des frites. Et dans son slogan, elle utilise l'antithèse et encore une fois le parallélisme de construction, le moins, le plus. L'emploi finalement ici de l'antithèse et du parallélisme de construction est très visuel. Le sous-entendu est finalement qu'on se régale tellement à manger les frites qu'on n'a pas le temps de parler. Troisième exemple que je te donne, Ricoré, l'ami du petit déjeuner. Alors je ne vais pas faire tout à fait le son de la publicité, mais tu auras reconnu ici le slogan de la marque Ricoré et j'espère que tu auras reconnu la personnification. Ricoré, l'ami du petit déjeuner. Le consommateur, finalement, grâce à cette personnification, peut ressentir une vraie familiarité, une sorte de membre, comme si Ricoré, c'était une sorte de membre de la famille indispensable au moment du petit déjeuner. On a tous en tête la petite chanson, je le disais tout à l'heure, qu'on retient facilement. Et on la retient facilement pourquoi? Parce qu'il y a aussi une rime interne en « et ». Ricoré, l'ami du petit déjeuner. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi. Ce que je t'invite à faire, c'est de t'amuser au quotidien à repérer toutes les figures de style qui jalonnent ton environnement. Ça va te permettre de les apprivoiser. Ça va aussi te permettre d'aiguiser ton sens critique face à la publicité. C'est très important. N'oublie pas que le français, les cours de français te servent aussi à devenir un citoyen averti, un citoyen doté d'un bon esprit critique, un citoyen autonome et apprendre en fait le fonctionnement des figures de style, ça fait partie de cette formation que tu dois avoir.
Ce qui serait chouette, c'est que tu me mettes en commentaire les figures de style que tu as repérées dans la publicité et que tu me dises quelle est la figure de style que tu as repérée, le slogan publicitaire et comment toi tu l'analyses. Ça pourrait vraiment être sympa de partager cela tous ensemble. Merci d'avance pour ta participation. Voilà, donc cette vidéo sur les 10 principales figures de style à connaître est terminée. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a appris de nouvelles choses, qu'elle t'a aussi donné envie de t'amuser au quotidien avec le français, avec les figures de style. Si c'est le cas, n'hésite pas à m'encourager, à me mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. N'oublie pas également de t'abonner à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. J'espère vraiment que toutes les ressources que je te propose en ligne t'aident, te sont utiles. Et n'oublie pas de me suivre aussi sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Spotify. Maintenant, tu es habitué à tous les réseaux sur lesquels je suis très active. Et sur ce, je te souhaite d'excellentes révisions, une très très grande réussite en français. Et surtout, n'oublie pas que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye!